Campagnes urbaines, un hors-série Programme B, Camille Jusa, Mathias Weiss, Thomas Pley. Le rapport au paysage, donc il y a la faible densité, est absolument essentiel. Bon, on appelle ça rapport à la nature. Jean-Michel Léger, sociologue. Alors évidemment, on le sait, tout le monde le dit aussi, on ironise en disant que c'est une fausse nature et que ce que veulent ces habitants-là, c'est effectivement un paysage peint. Ce qui est vrai, c'est que ils veulent pas un rapport à l'agriculture, ils veulent un rapport à une espèce de ruralité. C'est tout à fait différent. Alors évidemment, c'est une fausse nature, c'est un peu la nature de Marie-Antoinette, mais il n'empêche que c'est quelque chose c'est un paysage. Dans la longue liste des reproches adressés au lotissement pavillonnaire, il y a tous les reproches relatifs à l'écologie. Le grignotage des campagnes, le tout-voiture, les constructions de mauvaise qualité qui seraient des passoires énergétiques, la grande distribution comme moyen de consommer. Les habitants des lotissements seraient donc les mauvais élèves du réchauffement climatique. Et leur rêve de nature serait un rêve en toc, ou en tout cas un rêve qui détruirait l'objet même de la raison d'être des lotissements, à savoir une vie à la campagne. Épisode 6, où on parle donc de nature et où on se demande ce qu'elle devient quand les urbains débarquent à la campagne. Et pour commencer, une architecte qui commence par démentir tout ce qu'on croyait vrai. On tombe tous sur le dos du pavillonnaire parce que c'est un peu les couches moyennes populaires qui sont visibles à l'extérieur des villes, qui font un peu, qui profitent de la grande consommation, qui vont dans les centres commerciaux. Donc c'est un peu la France moche, comme on a pu le dire à un moment, comme l'a dit Télérama, etc. Béatrice Mariol, architecte. Mais ceci dit, ce qui artificialise le plus le sol sont quand même les zones commerciales, les drives qu'on voit aujourd'hui, partout. C'est les zones industrielles en friche. Il y a beaucoup de friches. Voilà. Depuis 50 ans, 15 millions d'hectares auraient été artificialisés et depuis les années 90, l'équivalent de 3 à 4 départements. La grande obsession du moment, c'est d'arrêter cette artificialisation et notamment en stoppant toute construction. Bien sûr, comme toujours, c'est beaucoup plus compliqué, car si on y pense, un sol d'agriculture intensive, par exemple, c'est tout sauf un sol naturel. C'est même très artificiel. Alors qu'un jardin de pavillon, en réalité, c'est peut-être plus riche qu'on ne croit. Alors, la question des jardins, elle est complètement fondamentale. D'abord, ça, on a fait des études dans la métropole nantaise, et on a bien montré que les jardins pavillonnaires participaient de la trame écologique, de la trame verte et bleue. Donc la trame verte, la biodiversité et l'eau. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils y contribuent aujourd'hui. Quand on a une pelouse qu'on tond tous les dimanches et qui est très très rase, alors il n'y a pas de biodiversité. Et quand on n'a pas d'arbres, parce que les arbres, ça s'entretient, souvent les gens, ils préfèrent ne pas avoir d'arbres, bon, il n'y a pas de biodiversité. Mais on a un potentiel. Si on explique aux gens et si on travaille avec eux qu'un jardin, ça peut avoir de la biodiversité, et puis les insectes, c'est pas forcément quelque chose de nuisible. Donc voilà. Donc potentiellement, ces jardins, ils répondent à un bien commun, en fait. Ce bien commun qui est la trame verte et bleue paysage, qui ne passe plus dans les villes. Dans les villes, c'est impossible. Après, moi, j'avais travaillé avec Bernadette Lisée du Muséum d'histoire naturelle sur le vivrier. Donc le vivrier, en fait, c'est la production que l'on fait dans son jardin pour être autonome d'un point de vue alimentaire, pour vivre, quoi. Le vivrier, c'est ça. On avait travaillé sur un quartier pavillonnaire assez ancien et on avait essayé de remonter avec des études ethnographiques à 4 générations pour voir s'il y avait toujours ces savoir-faire, en fait.
On échangeait, il y en avait un qui avait des cerises, l'autre qui avait des pommes, donc on les échangeait. Et puis on se donnait des conseils d'un jardin à l'autre pour apprendre à cultiver les légumes et les fruits, etc. Et donc on avait réussi à constater que les nouvelles populations qui achetaient une maison dans ce quartier aujourd'hui n'avaient pas du tout ces savoir-faire. Ça ne les intéressait pas. Ils posaient juste une petite piscine pour leurs enfants et puis une pelouse bien tondue, et voilà. Mais qu'il y avait quand même un espèce de retour de gens beaucoup plus jeunes, 30, 40 ans, qui eux s'intéressaient à ces savoir-faire, qui allaient soit essayer de comprendre ce qui avait été planté dans ce territoire il y a quelques années, ou bien qui essayaient par Internet de retrouver des espèces anciennes et les replanter. Et moi, je pense que pendant le confinement qu'on a vécu, les gens se sont remis à planter, sur les réseaux sociaux, c'était quand même très massif, à planter dans leur jardin en se disant bah tiens, moi aussi, je peux peut-être faire pousser des tomates. En plus, c'est arrivé à la bonne période. Puis ils ont vu que ça marchait, ils avaient des tomates, voilà. Et donc, je pense qu'il y a un véritable intérêt pour ça. Alors, les jardins, ils sont là, quoi. Je pense que les gens sont très, très, très en avance par rapport aux politiques, mais c'est évident. Voilà. Les gens en ont envie, ils veulent. Enfin, voilà, on voit bien les dernières élections. Les gens, ils veulent de l'écologie, ils veulent comprendre, ils veulent savoir. Mais il faut absolument que les politiques publiques accompagnent ça. Les lotissements pavillonnaires, comme ils sont une sorte de conquête du territoire, se trouvent, en tout cas au moment de leur construction, à la lisière entre deux mondes, le monde rural et le monde urbain. Ce qui sépare ces deux mondes, c'est parfois juste la clôture de la dernière maison, celle qui est juste au bord du champ de maïs. Pour discuter de la cohabitation entre ces deux mondes, j'ai appelé Pierre Donadieu, qui est professeur émérite de sciences du paysage et qui a travaillé sur l'articulation entre ville et campagne et qui m'a proposé, en guise d'entretien, de venir voir ce qu'il se passait dans son village natal, à Louzy. C'est à 1 heure au sud d'Angers et à 5 km de la ville de Thouars, 14 000 habitants, où, comme partout, ça s'urbanise tranquillement, mais sûrement, sous la forme de lotissements. Ensemble, on a commencé par regarder une vue aérienne. Toutes nos terres étaient autour du village. Donc la moitié de ces terres ont été vendues pour des lotissements. Petit à petit, les parcelles ont été vendues, 1 hectare, 2 hectares. Ça veut dire que vous avez été aux premières loges de ce qu'on a appelé, je vais peut-être parler un peu rapidement, l'étalement urbain ? Oui, tout à fait. Puisque vous voyez que toute cette partie-là, à l'ouest, était agricole. On voit bien que quand une parcelle est mise à disposition et pour être lotie, voilà, c'est presque tracé à la règle. Et on voit bien qu'il y a comme une frontière entre les habitants des pavillons et le monde agricole. Oui. Comment est-ce que ça se matérialise ici, concrètement ? Ça se matérialise en fait par une indépendance, je dirais, mentale. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque on arrive au bout de son jardin, c'est le monde des autres. Les gens sont confinés, c'est le cas de le dire, dans tous ces pavillons, ne sortent pas, sinon pour aller au supermarché, pour aller dans les services, dans les garages, etc., et à leur travail. Ça veut dire, en fait, ce que vous racontez là, c'est qu'il y a une forme d'indifférence réciproque entre monde agricole et monde pavillonnaire. Oui, ces deux mondes se regardent un peu en chien de faïence ou avec beaucoup d'indifférence. Donc le monde qui habite ici, les habitants qui sont logés ici, ne sont pas concernés par le monde agricole autour. La plupart des gens n'ont aucune culture autour de la question agricole. Pierre Donadieu m'a fait faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. C'est de faire le tour du village, mais par l'extérieur, en longer la lisière. C'était une belle fin de journée d'été, avec une lumière magnifique. On voyait de grands champs avec des bottes de paille, des bois. Et je me suis rendu compte que je ne savais pas du tout lire un paysage agricole. Pour moi, ce qui est un ravissant champ de fleurs est pour Pierre Donadieu un morceau d'une chaîne agroalimentaire mondiale.
Vous voyez, ici par exemple, vous avez un champ. Ce champ appartient à ma famille. Tout fleuri c'est quoi? C'est de la luzerne. La luzerne Alors, avec des fleurs violettes. Avec des fleurs violettes, donc c'est fait pour un élevage de 1000 chèvres qui sont à l'autre bout de la commune. 1000 chèvres 1000 chèvres qui en stabulation, elles ne sortent pas, mais donc ce qui sort ce sont des fromages et puis du lisier, des choses comme ça. Donc en fait, dans ce monde-là, il n'y a que les tracteurs et les engins agricoles, parfois quelques joggeurs, et le dimanche, peut-être quelques personnes quelques familles, mais qui sortent très très peu parce que ça s'y prête pas beaucoup. Être à la campagne ne veut pas dire que tous ces espaces sont fabriqués comme étant une nature pour les urbains. Leur finalité est complètement différente, puisqu'il s'agit d'abord de produire des produits agricoles pour l'agroalimentaire et pour la planète entière. Donc ça n'a absolument rien de commun avec ce que attendent les citadins, qui serait finalement une nature aimable, pittoresque, avec des oiseaux, etc. Ici, c'est exactement le contraire. Louzy, c'est un village un peu désemparant. Le centre est absolument vide. Il y a une mairie des années 80, une salle des fêtes toute rose et pour seul commerce, un distributeur automatique de pain. 2 terrains de foot, une église, quelques fermes et juxtaposés, des lotissements plus ou moins éloignés qu'on arrive à dater par l'aspect du crépi plus ou moins neuf. C'est un endroit assez étrange dont j'ai fini par comprendre qu'il s'était organisé, il y a longtemps, autour d'un château qui n'existe plus et dont il ne reste que le clos, une sorte de grande prairie au centre du village. C'est une commune extrêmement ordinaire et je pense qu'il y en a des milliers comme ça. C'est le niveau social, c'est, vous dites, classe moyenne ? Essentiellement. Classe moyenne. Il n'y a pas un petit peu plus de chômage qu'ailleurs, mais disons que la région est un peu au-dessous de la moyenne nationale. C'est pas ce qu'on appelle un village gentrifié. Alors, on est revenu au rond-point. Dans le centre-village, mais qui est, comme le centre de Thouars, vide. D'ailleurs, on a même du mal à savoir où étaient les commerces. Ils étaient là. Ouais. Voilà. Ouais. Épicerie, bar. Bar tabac, on voit, c'est repas. C'est repas, mais on voit bar tabac. Menuiserie qui était là. Et puis l'ancien cimetière. Voilà, nous arrivons donc au nord du clos du château. Donc la grue, c'est la construction de la salle. Donc tout ceci, ces peupliers, etc., ces cultures, ces luzernes, etc., font partie du clos du château. Et c'est là que Louzy est devenu très intéressant. Parce que là où toutes les communes, un peu citées dortoirs, essaient de ranimer leur commerce moribond, à Louzy, Pierre Donadieu et quelques autres ont profité du projet d'une nouvelle médiathèque pour imaginer un projet beaucoup plus ambitieux. Faire du clos du château un grand parc urbain. Dit comme ça paraît un peu fou. Un parc au milieu de la campagne. Mais pour Pierre Donadieu, il y a toujours un parc dans une ville nouvelle. Et pour lui, les campagnes urbaines, comme il les appelle, il faut les penser comme des villes nouvelles. Un peu comme on a pensé hier New York, oui, ou Cergy-Pontoise. Et on voit en face, donc, là où dans 1 an, nous verrons une magnifique salle des fêtes moderne, vitrée, etc., qui va complètement changer le paysage. Et devant un parc qui passera où... Oui, alors donc le parc s'arrête à l'église, et en fait le parc se poursuit donc avec les peupliers, puis on va faire le tour. Voilà, ici il n'y a pas vraiment de grand parc public, et en fait le clos du château, moi je l'ai désigné très tôt, avec d'autres, comme étant le futur parc public, mais d'intérêt intercommunal. Parce qu'il n'y a pas de parc public. Alors on n'a que des urbains en fait, qui habitent à la campagne. Leur culture est urbaine, donc ils ont besoin de sortir de leur maison, voire de leur appartement, et d'aller vers des parcs. Or, il n'y en a pas. Donc en fait, c'est une espèce de point de conquête d'une nouvelle façon de produire la nature de la campagne. C'est inventer un périurbain qui soit fait à la fois pour un certain monde agricole et en même temps pour ceux qui ont besoin de sortir de leur pavillon et de leur petit jardin pour simplement se promener dans la nature, ce qu'ils appellent la nature, qui est en fait pour l'instant essentiellement des champs qui sont pas prévus pour disons accompagner des promenades agrestes. Nous vivons tous à la campagne, parmi les champs et les prairies. On pourra rester en Bretagne, en Provence ou en Normandie.
tout en étant chef de bureau, comptable ou informaticien. Plus besoin d'aller au boulot. Avec la voiture ou le train. En regardant la prairie où allait s'installer la médiathèque toute neuve et son parc, ça m'a fait un drôle d'effet. Devant moi, il y avait l'église, une belle maison de maître au volet bleu, un pigeonnier du XVIIIe siècle et ses hautes herbes qui ondulaient dans la lumière du soir. Et je me suis souvenu de ce film d'Éric Rohmer, L'arbre, la médiathèque et le maire. Là, c'est la bande-annonce qu'on entend. Et il est exactement question de ça dans ce film. Un projet de construction qui rend fou Fabrice Lucchini parce qu'on va être obligé d'abattre un arbre magnifique. Ce qui me choque le plus, c'est que les architectes qui ont fait les beaux-arts, qui ont étudié la peinture, n'aient pas vu que c'était là un site intouchable. Ils oseraient pas approcher leurs petits doigts d'un tableau de Ruisdael de peur d'écorcher la peinture, mais ils n'ont pas peur de venir saccager à coups de bulldozer un paysage qui est digne, et je pèse mes mots, des plus grands chefs-d'œuvre des maîtres hollandais. Écoute... Que c'est beau, mais que c'est beau, tu te rends compte? Comment ose-t-on y toucher, je veux dire? C'est pas une œuvre d'art. Si, un site est une œuvre d'art. Peut-être pas autrefois quand des paysages plus sublimes les uns que les autres naissaient à chaque détour du chemin, mais maintenant qu'ils se font rares, il faut les conserver tous. Je dis bien tous. Quand j'ai parlé de Rohmer à Pierre Donadieu, il a souri. Et j'ai compris qu'il avait beaucoup d'avance sur moi. Que le parc, il était là précisément pour préserver ce paysage. Et en fait, l'idée du parc n'était pas au départ. Au départ, il y avait un équipement. Et à force de plaider, on a vu apparaître l'idée du parc. Mais les gens n'ont pas été demandeurs immédiatement. Ils ont dit « Ah oui, mais on y va penser. » Mais est-ce qu'on va être chez nous? Parce que je leur dis « Mais 4 hectares de parc, c'est gros, c'est énorme. Hein. Mais ça va être pour d'autres. » Oui, mais on veut notre salle des fêtes avec notre prairie communale. Ah, mais on dit, mais il va y avoir tellement d'évolution de ce secteur dans les 10-15 prochaines années que vous allez avoir à apparaître d'autres personnes. Vous savez, il y a toujours deux mouvements. Il y a un mouvement conservateur qui dit, finalement, là où on est, si on y est bien, il ne faut pas que ça change. Et puis, il y a le réalisme, on va dire, des géographes, par exemple, qui constatent qu'un peu partout, eh bien, les situations évoluent, les paysages évoluent, la population évolue. Ça veut dire, de toute façon, ces villages périurbains, ils seront toujours sollicités pour accueillir des habitants, tout simplement parce que le phénomène est toujours le même. Les centres urbains se comportent comme des pompes aspirantes. Elles aspirent les populations de partout, mais elles en rejettent ensuite. Donc ceux qui peuvent se loger dans les centres-villes le font, quand ils ont souvent l'argent qui convient, et puis ensuite, c'est la périphérie qui va filtrer. La question aujourd'hui n'est pas comment loger les gens, mais comment leur permettre d'habiter agréablement un territoire. À partir de ce moment-là, on est obligé de dépasser, les pièces habitées, le jardin, et de regarder au-delà du jardin. Et au-delà du jardin, il y a le territoire habité. Tant que ce territoire n'est pas aménagé, tant qu'on n'utilise pas les ressources d'un territoire pour effectivement les mettre en scène, les montrer, les scénographier, etc., raconter la mémoire d'un territoire, en fait, on se borne simplement à loger les gens. Campagnes urbaines est un hors-série Programme B de Camille Jusa avec Mathias Weiss, réalisé par Thomas Plé. En partenariat avec le PUCA, le plan urbanisme construction architecture, du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Coordination, Hélène Pesquine, Jean-Baptiste Marie et Julien Moulard.